Et on commence tout de suite, comme on en a l'habitude maintenant, par le témoignage d'une auditrice, Marie, 48 ans, en recherche d'emploi depuis 6 mois après un licenciement économique. Peut-être que vous êtes nombreux dans cette situation, vous pourrez réagir bien évidemment. Voilà son témoignage. Mon premier choc, découvrir qu'à 48 ans, j'étais devenu senior. Mes candidatures tombent dans le vide, alors que j'ai encore 16 ans de carrière devant moi. Le pire, un recruteur qui m'a dit « Après 20 ans dans la même entreprise, serez-vous en résistance au changement ?» Alors que j'ai piloté 3 transformations digitales. Un autre m'a demandé si j'acceptais de baisser mon salaire, comme si mon expérience était un handicap. Ma réalité, j'envoie 50 CV, j'ai 2 réponses. Mes anciens collègues me disent « Tu es trop qualifié, les jeunes acceptent des postes à moins 30% de mon ancien salaire. » Mes questions pour vous, comment transformer ces stéréotypes en atouts lors des entretiens? Quelles compétences dois-je vraiment actualiser pour être crédible sans tout reprendre à zéro? Comment adapter ma méthode de recherche? Candidater comme avant ne marche plus. Et quatrième question, comment assumer et valoriser ce terme senior qui me colle à la peau? J'ai l'impression qu'on me demande d'être moins expérimenté pour être plus employable. C'est paradoxal, non? Alors merci Marie pour ce témoignage. Merci encore une fois à chacun d'entre vous pour vos nombreux témoignages. Marie, votre témoignage résonne parfaitement avec les 71% de seniors qui craignent pour leur employabilité. Et vous faites ressortir un paradoxe. Plus d'1 million de seniors cherchent activement un emploi. Alors quel est ce paradoxe? Les entreprises qui emploient des seniors affichent une satisfaction de 85%. En fait, ce que vous vivez, c'est pas une fatalité, c'est un défi qu'on peut transformer en opportunité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va déconstruire les idées reçues, on va actualiser vos armes et repenser votre approche pour faire de votre expérience votre plus bel atout. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui avec nous pour nous accompagner, Déborah Sozzo, qui est directrice qualité chez Sensei, 15 ans d'expérience en qualité, de formatrice et responsable pédagogique, également conseillère en insertion professionnelle. Bonjour Déborah. Bonjour. Voilà, on va apprécier, bénéficier de toute votre expérience pour pouvoir parler de ce sujet qui concerne beaucoup de personnes. Donc, commençons peut-être par nous intéresser à la première question de Marie. Comment assumer et valoriser ce terme senior qui colle à la peau de beaucoup d'entre vous? Déjà, Déborah, ce terme senior, c'est un terme qui fait débat. À quel âge est-ce qu'on devient senior? Oui, bah alors ça c'est une grande question parce qu'effectivement ça fait débat et c'est normal. Dans la vie courante, quand on parle d'une personne senior, on va dire que c'est une personne qui se situe entre 60 et 65 ans, sans vouloir offenser personne. Sur le marché du travail, à partir de 45 même 40 ans, on est considéré comme étant un senior. Et ça dépend même après des secteurs. Selon certains secteurs, comme la tech, la publicité, etc., on va être senior même à partir de 35 ans. Voilà. Et puis, encore un autre domaine, dans le sport, un sportif de haut niveau, bah, il va être considéré comme senior, encore plus jeune, dès 35 ans. Donc, c'est vraiment une notion très variable. Eh oui, c'est sûr. Alors, on parlait de paradoxe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion de paradoxe? Oui, et c'est notamment ce qui suscite le débat, c'est que si on est considéré comme étant senior à partir de 45 ans au travail, il faut bien comprendre que l'âge légal de la retraite étant autour des 64 ans, bah, ça veut dire qu'on a encore 20 ans de carrière devant soi. Donc le paradoxe, il est là, c'est comment on peut être considéré comme senior alors qu'on a plus de temps devant soi professionnellement que derrière soi. Eh oui, mais C'est pas logique. c'est pas logique et peut-être que c'est déjà dans la manière de considérer ce mot senior. On peut des fois y mettre une connotation négative, voire discriminante, alors que c'est pas forcément le cas. Oui, oui, totalement. Au contraire, mais c'est vrai que la discrimination, ça peut être d'associer le terme senior à trop vieux. Voilà. Et là, on a une vraie discrimination qui peut se mettre en place, un vrai biais dans le recrutement, comme le souligne Marie d'ailleurs. Hein, c'est vraiment des défis à relever à partir de 40 ans quand on candidate. Et puis, ce terme senior, il peut avoir un impact négatif déjà sur la perception du recruteur. Lui, comment il va appréhender votre candidature, et puis surtout, j'ai envie de dire, sur la perception que le candidat va avoir de lui-même. À partir du moment où on s'identifie comme étant un senior, déjà, quelle perception on va avoir de nous? Est-ce qu'on ne part pas un petit peu avec des points en moins finalement
un biais négatif sur soi-même. Eh oui, exact, hein. Ça, c'est vraiment cet effet de biais, finalement, qu'on appelle l'effet Pygmalion, hein, si je ne me trompe pas. C'est Euh, ça. mais il y a aussi un décalage, des fois, un décalage générationnel. Oui, oui, bah, là encore qui fait partie, on va dire, des préjugés qu'on peut avoir. Aujourd'hui, vous regardez les quadras, les quinquas sont tous connectés, hein, pour la grande majorité, voire même certaines études révèlent que même plus que les plus jeunes. Qui sont plutôt à l'aise avec les réseaux sociaux. Là encore, je ne veux pas faire une discrimination, mais voilà, pour dire qu'on ne peut pas mettre les gens dans des catégories, un tampon et s'arrêter là. Ça va beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça. Peut-être il y a des préjugés qui, finalement, font avoir une mauvaise vision de la qualité que pour représenter ce fameux senior. Exactement. Et peut-être qu'aussi que derrière le terme senior, il y a une discrimination masquée. Peut-être qu'aujourd'hui, on va employer le mot senior en tant qu'euphémisme, hein, pour ne pas dire trop vieux. Mm. Voilà, hein, je pense que c'est tout un tas de biais qu'on peut observer aujourd'hui qui tendent vers le négatif. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que Marie en souffre et que beaucoup souffrent peut-être de cette première question. Alors, si on ne doit pas dire senior, puisque ce terme peut être connoté négatif, qu'est-ce qu'il faut dire? Ah, c'est une très bonne question. Il y a d'autres alternatives bien plus constructives, notamment, alors les modèles souvent en la matière, hein, c'est les pays nordiques qui eux, non, bon, si on fait le parallèle, ils n'emploient pas du tout le terme senior dans le cadre professionnel, mais ils vont plutôt dire des termes, si on traduit en français, ça serait professionnel expérimenté, talent confirmé, expert métier. Vous voyez? Donc ils mettent vraiment en avant cette notion d'expertise. Et là, du coup, ben, le terme senior change complètement de connotation. On est plutôt sur de la valorisation de votre expérience et de votre parcours. D'accord, merci, excellent. Donc voilà qui colle parfaitement avec cette première question, comment assumer ce terme senior? Ben peut-être en arrivant à le redéfinir, ne pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt venir le remplacer par d'autres mots. Voilà, ce côté profil expérimenté, euh, expert métier, talent. Voilà, c'est des choses qu'on essaiera de garder en tête, tout en gardant en tête aussi que ben, finalement, quand on est senior, on est aussi très connecté, très en phase avec le marché. Exactement. Voilà pour cette première question. Euh, Peut-être en ce qui concerne la deuxième question soulevée par Marie, comment transformer ces stéréotypes en atouts et surtout lors des entretiens. Alors, j'ai identifié 4 stéréotypes et j'aimerais bien que vous puissiez nous donner votre avis, Déborah, sur ces 4 stéréotypes. Le premier, qui a été donné à demi-mot, hein, par Marie, mais c'est un senior, il résiste au changement. C'est un des stéréotypes fréquents, effectivement, comme Marie l'a bien soulevé. Je vais vous donner des petites statistiques pour étayer un petit peu, vous donner des arguments dans vos candidatures ou dans vos entretiens de recrutement. 73% des seniors en poste se disent prêts à se former. Donc ça, c'est très important pour soulever et surmonter cette objection, ce stéréotype. N'hésitez pas à mettre en avant vos formations récentes, montrer que vous êtes toujours dans une démarche d'apprentissage, de mise à jour de vos connaissances, avec de l'auto-formation. Aujourd'hui, en plus, c'est très très simple d'accéder à de la formation gratuite, des webinaires, des MOOC, quel que soit notre âge, tels que la curiosité, l'envie d'apprendre et puis la capacité d'adaptation. Alors, une soft skill, c'est bien de dire voilà, je suis curieuse, je sais m'adapter, mais il faut l'étayer, la prouver autant que possible. Donc, raconter une petite histoire, une anecdote qui va appuyer cette soft skills. J'ai une bonne capacité d'adaptation parce que j'ai vécu dans une expérience professionnelle précédente un changement, etc. Voilà comment je me suis adaptée. Soit illustrer vos compétences. Surtout que quand on est senior, effectivement, on en a vu des changements au sein d'entreprises. Je pense même que quelqu'un qui aujourd'hui aurait entre 50 et 60 ans, il avait une trentaine d'années, début des années 2000, quand Internet notamment, l'informatique a connu de grosses transformations. Donc là aussi, il y a eu un changement et il n'y a pas eu de résistance, il y a eu une adaptabilité. Donc on peut peut-être se servir, quand on est senior, quand on a vécu ce type de changement, montrer qu'au contraire,
on est passé par là et on a cette force. C'est ça, exactement. Puis le changement, de toute façon, ça fait partie de la vie. Donc, des expériences de changement, c'est un petit peu du quotidien pour tout le monde. Donc, mais voilà, il ne faut pas hésiter à la valoriser et ne pas avoir honte de dire peut-être qu'on a eu une peur ou une résistance au début. Ce qui compte, c'est comment on a rebondi. L'idée, c'est pas de se présenter comme un surhomme ou une surfemme, hein. L'idée, c'est de dire comment je l'ai vécu et les résultats positifs. Eh oui, excellent. Et moi-même, je peux en témoigner aujourd'hui. La conduite du changement, c'est vraiment une force dans une entreprise quand on a des ressources qui sont fer de lance dans la conduite du changement. Donc, si c'est un atout que vous possédez en tant que personne catégorie senior, il ne faut pas hésiter vraiment à s'en servir, même comme d'un atout quand on candidate, parce que un employeur ou une direction a vraiment besoin de ce type de ressources. Le deuxième stéréotype qu'on peut identifier, soulevé également par Marie, c'est un senior, ça coûte plus cher. Ah bah, c'est vrai. Alors, par contre, ce n'est pas une fatalité en soi, parce qu'il y a plein d'arguments, là encore, pour soulever ce stéréotype. Déjà, quelques chiffres qui peuvent vous aider dans votre argumentation. Au niveau de l'absentéisme, il est prouvé que à partir de 40 ans, hein, ce qu'on appelle la tranche senior, l'absentéisme est inférieur de 15% par rapport aux autres tranches d'âge. Également, un senior reste en moyenne 7 ans dans son entreprise contre 2,3 ans en moyenne pour un profil plus junior. Donc le turnover est divisé et ça on sait que c'est un coût pour l'entreprise. Et puis également, moins d'erreurs grâce à l'expérience. La personne également est opérationnelle plus rapidement sur le terrain. Donc on va certainement pas avoir de période d'essai à rallonge de 6 à 12 mois. Si on est dans le cadre de vos compétences, a priori, vous êtes opérationnel plus rapidement. Donc tout ça, ça se chiffre. Quand vous parlez de ces arguments auprès d'un recruteur, lui, il va faire le calcul dans sa tête. Il sait que c'est des économies substantielles. Voilà, donc montrer plutôt cette logique d'investissement plutôt que de coût. Oui, c'est vrai, recruter une personne expérimentée, un expert, oui, il faut mettre l'investissement qui va avec, mais ce n'est pas un coût. Oui. Et ça, c'est très important. C'est vrai qu'on peut mettre en avant, pour valoriser cet investissement, le côté gagnant-gagnant. Ça parle souvent à des recruteurs, ça parle à des employeurs. Le côté stabilité aussi, qui est très recherché par un employeur. La stabilité, on dort mieux quand on est employeur, quand on sait qu'on peut compter sur des services qui sont stables, sur des ressources qui sont stables, sur des processus qui sont stables. Et encore une fois, comme la conduite du changement tout à l'heure, si le candidat peut montrer que grâce à son expérience, il va apporter de la stabilité, je pense que effectivement, c'est un bon argument pour bien se vendre. Troisième stéréotype soulevé par Marie, qu'on peut identifier aussi, un senior, il ne maîtrise pas forcément les nouvelles technologies, il n'est pas à l'aise. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire, Déborah ? Oui, alors j'ai souvent entendu ce stéréotype également. Alors dans ce cas, pourquoi 68% des entreprises du secteur de la tech recherchent des profils expérimentés ? Voilà, tout simplement. Donc ce chiffre parle de lui-même. Donc c'est vrai que pareil, hein, dans le cadre de votre candidature ou d'un entretien de recrutement, c'est important de démontrer votre agilité numérique. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui, les outils numériques collaboratifs. Alors, selon bien sûr votre métier, votre fonction, on n'attend pas de vous que vous soyez expert, mais que vous ne soyez pas allergique ou récalcitrant aux outils numériques. Donc, c'est démontrer, là encore, on revient sur la curiosité, l'envie d'apprendre. Et puis, il y a des éléments qui vont prouver cette agilité, notamment si vous avez fait des formations ou vous avez des certifications en lien avec des outils numériques, ça vous pouvez le démontrer. Un webinaire par exemple qui présente un outil numérique, vous savez l'utiliser, ça faut le mettre en valeur. Et un argument qui est vraiment, vraiment capital, c'est être présent sur LinkedIn. Je recommande vraiment à toutes les personnes d'avoir un profil LinkedIn. Alors, j'ai pas d'action chez LinkedIn, hein, je vous rassure. Mais pourquoi ? Parce que c'est le réseau professionnel majeur sur lequel il faut être présent. Et dans l'esprit d'un recruteur, pour avoir échangé avec de nombreux recruteurs, on va forcément aller regarder sur LinkedIn, quand on reçoit une candidature, on va aller regarder sur LinkedIn le profil. Et si la personne n'est pas sur LinkedIn, on va pouvoir penser deux choses. Soit elle a quelque chose à cacher, c'est pas net. Soit c'est une personne récalcitrante à la nouvelle technologie et au numérique. Donc en résumé, si on a un profil LinkedIn actif, c'est un moyen de montrer qu'on est
à l'aise avec les nouvelles technologies de communication, comme les réseaux sociaux professionnels, montrer que on est à la page, entre guillemets. Peut-être juste pour préciser sur ce point-là, j'ai remarqué par expérience que de nombreux jeunes aujourd'hui ne sont pas spécialement formés sur des outils basiques de l'informatique, comme le traitement de texte, Excel, Word, alors qu'à contrario, des profils seniors sont assez expérimentés là-dessus. Et quand on demande aujourd'hui à quelqu'un de réaliser un tableau croisé dynamique ou ce genre de choses, ben on se rend compte que en fait, chez un public jeune, il n'y a pas la compétence. Donc il y a aussi un décalage entre la croyance de se dire un profil jeune sera beaucoup plus adapté aux nouvelles technologies et ce qu'on attend réellement d'entreprise, de l'utilisation des nouvelles technologies. Euh, Maintenant, effectivement, il y a l'IA qui arrive, qui bouleverse les choses, mais du coup, finalement, ça n'appartient autant qu'aux jeunes et qu'aux moins jeunes de se former. Donc, Exactement. pour ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'on a pu répondre à cette question. C'est une croyance limitante, mais un senior est très bien équipé aujourd'hui et peut être largement compétent pour répondre aux attentes d'employeurs. Dernier stéréotype auquel il nous faut apporter une réponse. Un senior, ça a du mal à s'intégrer aux équipes de jeunes. Oui, alors ça aussi, c'est une idée qui est tenace, mais qui n'a pas de sens non plus. Encore une statistique à l'appui, les entreprises qui mixent les générations, elles sont 23% plus performantes. Donc ça montre que ça marche l'intergénérationnel. Il faut juste y croire déjà et y croire soi-même. Et pour ça, comment surmonter ce préjugé? Mettez en avant votre rôle de mentor. Mettez en avant vos collaborations intergénérationnelles que vous avez vécues dans le cadre de vos expériences passées. Et là, c'est encore une fois une expérience, vous racontez et forcément le stéréotype va s'effacer. Excellent, merci beaucoup Déborah pour ces précisions. Je pense qu'on a pu casser un peu les mythes de ces 4 stéréotypes qui pourront vraiment aider ceux qui nous écoutent et qui sont concernés pour finalement être mieux équipés lorsqu'ils ont à défendre leur profil. On peut peut-être parler de la troisième question soulevée par Marie. Quelles compétences dois-je vraiment actualiser pour être crédible sans tout reprendre à zéro? Oui, alors là aussi, c'est une excellente question. Déjà, ayez une véritable stratégie de formation. Pour cela, je vous conseille d'identifier 2 ou 3 compétences clés dans votre secteur. Et ensuite, de toujours actualiser vos compétences, mais aussi de monter en compétences. Pour cela, privilégiez les certifications courtes et reconnues, exploitez votre compte personnel de formation également, et ça permettra de toujours actualiser vos compétences et de le démontrer surtout. N'oubliez pas ces éléments de preuve. Ensuite, deuxième conseil, je dirais, soyez à la page, réalisez une veille, soyez toujours au courant de ce qui se passe dans votre secteur. Alors aujourd'hui, il y a énormément d'informations, voire de la surinformation, donc ciblez bien. Là encore, je vous conseille LinkedIn qui est très, très efficace et qui est pas trop chronophage pour pouvoir se tenir à la page. Intégrez des groupes sur LinkedIn, suivez quelques influenceurs experts du métier, de votre métier, et abonnez-vous à des newsletters, toujours bien dans le cadre de votre secteur, pour pouvoir affirmer que vous avez cette posture d'expert. Un expert, il est non seulement au courant de l'actualité, mais il est capable aussi d'anticiper les évolutions qui se profilent dans son secteur. Voilà, donc plein d'outils, privilégiez LinkedIn et ne cessez jamais d'apprendre et de vous former. Eh oui, l'apprentissage n'a pas d'âge limite, hein. Effectivement, on peut retenir ça, hein. Se former, être curieux, rester en veille. Merci pour cette réponse assez concrète. Dernière question que se posait Marie, qui mérite une réponse. Comment adapter sa méthode de recherche? Candidater comme avant ne marche plus. Comment on fait? Oui, alors, une statistique toujours avant de développer, 70% des seniors retrouvent un emploi via leur réseau. Alors, le réseau, c'est capital et je dirais c'est même pas propre aux seniors. Si on regarde les autres tranches d'âge, c'est toujours le réseau qui apparaît en vecteur numéro 1 pour trouver un job. Donc, c'est très important, mais la force, c'est que les seniors ont beaucoup plus de réseaux
qu'un jeune diplômé. Donc là, c'est vraiment votre force, à condition, bien sûr, de l'entretenir. Le réseau, on ne claque pas des doigts pour avoir un réseau juste quand on est dans une démarche d'évolution professionnelle. Il faut y passer du temps, participer à des événements, garder le lien ou réactiver le lien avec vos anciens collègues, des anciens managers, des partenaires, des clients. Voilà, choyez votre réseau parce que c'est hyper important. Et là encore, je reviens, LinkedIn. Qui dit réseau professionnel dit LinkedIn. Ok. Mais peut-être qu'on a exercé un métier où on n'a pas eu l'occasion d'entretenir un gros réseau. Alors, rapidement, si vous aviez une stratégie à donner à une personne qui devait peut-être avoir ce sentiment de repartir de zéro et qui serait heurtée à la même problématique que Marie, j'envoie 50 CV, j'ai 2 réponses. Comment faire ? Un conseil important, ciblez vos candidatures. Il vaut mieux 10 candidatures bien personnalisées. Chaque candidature doit être unique et viser non seulement l'offre d'emploi à laquelle vous répondez, mais aussi l'entreprise à qui vous adressez. Essayez de découvrir sa culture d'entreprise, ses valeurs pour vraiment être en phase avec l'offre à laquelle vous postulez, plutôt que 100 candidatures génériques du copier-coller. Ça se voit, le recruteur le voit, s'il y a un intérêt personnalisé pour son entreprise ou si c'est une candidature qui a été envoyée à toutes les entreprises du territoire. Ok, excellent. Merci beaucoup pour ces idées concrètes. Si on fait un petit résumé, l'idée c'est vraiment de valoriser les éléments différenciants. C'est-à-dire que l'âge, on l'a dit, c'est pas un obstacle, c'est une signature, il faut l'assumer, le raconter, en être fier. Alors pour ça, on va peut-être utiliser des outils attractifs comme un CV personnalisé, davantage personnalisé, qui ne sera pas un CV à rallonge qui va parler de toute notre expérience, mais peut-être des 10 à 15 dernières années. Le profil LinkedIn, vous en avez parlé, et lors de l'entretien d'embauche, vraiment réussir à se présenter de manière impactante. On le sait, c'est les 30 premières secondes qui sont les plus importantes et il faut vraiment dans ces 30 premières secondes montrer la valeur ajoutée et en profiter pour casser les stéréotypes comme on a pu le voir juste avant. J'ajouterais aussi qu'il y a peut-être d'autres modes d'employabilité. Encore une fois, il faut sortir aussi de ce stéréotype du CDI à tout prix. Quand on est senior, il y a aussi certaines possibilités qui peuvent même être beaucoup plus intéressantes. Il y a le consulting, soit en freelance, soit par le portage salarial, où on peut apporter notre expérience de manière ponctuelle à des entreprises et vraiment répondre à un besoin ciblé. Il y a également des temps partiels, des missions plus courtes qui peuvent aussi mieux s'adapter à nos envies de vie ou aux envies de vie effectivement d'un senior. Alors merci beaucoup Déborah pour tous vos conseils, toutes vos explications. Est-ce que vous auriez peut-être un mot de la fin en ce qui vous concerne, un dernier conseil ? Oui, un dernier conseil par rapport à l'entretien de recrutement. Dans le cadre de la stratégie pour se préparer à un entretien de recrutement, on oublie souvent de préparer son pitch. Vous en avez parlé, c'est la présentation. Voilà, c'est les 30 à 2 minutes, 30 secondes à 2 minutes où on se présente. On a identifié les stéréotypes dans ce podcast. Travaillez, préparez votre pitch en reprenant ces stéréotypes ou alors les obstacles qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Préparez-le, anticipez ces éventuelles objections pour ensuite être beaucoup plus serein. Et n'oubliez pas que parfois, les recruteurs vont peut-être vous poser des objections ou faire ressortir un stéréotype. C'est pas tant parce qu'il y croit, mais c'est plus pour voir votre réaction à vous, voir si ça vous déstabilise ou si à quel niveau vous êtes convaincu. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas convaincu de votre propre valeur et de votre propre la solidité de votre profil et de votre expérience, vous ne pourrez pas convaincre un recruteur. Donc avant tout, il y a un gros travail de perception de soi, de sa valeur qui est à faire. Et pour ça, vraiment, j'espère qu'on vous aura donné des clés pour avancer dans cette aventure. Merci beaucoup en tout cas Déborah, je pense que les clés on les a identifiées, maintenant le travail reste à faire de votre côté. Retenez une chose, vous n'avez pas 40 ans d'âge, vous avez 20 ans d'expérience professionnelle, il y a une nuance. Rappelez-vous ces vérités. En 2030, 37% de la population active aura plus de 50 ans. Vous représentez l'avenir du marché du travail, pas son passé. Votre expérience plus votre adaptabilité
égale votre différenciation, ce qui fait votre force. Alors votre mission dès maintenant, embrassez votre expérience sans complexe, actualisez une compétence par trimestre, fixez-vous cet objectif, activez votre réseau sans plus tarder dès cette semaine. Vous n'êtes pas en reconversion, vous êtes en révélation. À vous de jouer.